Bien, bonjour à tous, Krabla fini, et aussi Pâques fini, Semaine Sainte fini, donc la vie reprend tout doucement, et merci à tous ceux qui se sont amusés. D'ailleurs, on va commencer tout à l'heure avec ce qui s'est passé à Fête à Cabrit, et puis on ira faire en France aussi, voir un peu ce qui s'est passé en France, puisque les gens se sont bien amusés. Puis on parlera de choses beaucoup plus sérieuses et compliquées, la signature de la Convention de Cannes, l'interview du préfet et de Serrois, puisque vous savez qu'un certain nombre de planteurs refusent le contrat qui a été, la convention qui a été signée. On verra ça avec Vianney Valverde. 2-3 planteurs ce matin qui ne sont pas satisfaits des conditions de la convention. Donc, vous voyez, il y a deux positions totalement divergentes. On va faire le point. Et puis, si on a le temps, on parlera de ce chemin de quoi. Et nos invités, eh bien, ils commencent à arriver. Le premier arrivé, c'est Thierry Galvani, le PDG de Spectacle. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir Alex Jabot, qui est guitariste. On parlera avec lui, bien sûr, de musique, puisqu'il va avoir un spectacle. Barbara Montpierre, notre chroniqueuse du mardi, sera avec nous. Et on va terminer avec Teddy Passave pour le projet Val Copro et Ludi va le projet du plan à l'assiette. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec moi en direct de Canal, en direct aussi de RHT et de C10 FM. Alors, je vous l'ai dit, on parle un petit peu de ce qui s'est passé en France, puisque typical pressé, t'es pour aller en passant sur Rivet. On va prendre tout de suite la tâche de Maurice Cessé depuis Paris. Ben, très bien, on est là, on est prêt, on est fin prêt, au top, motivé, on est là pour faire plaisir aux gens, on est venu pour ça d'ailleurs. Et les gens sont contents, nous aussi, donc ça ne peut faire que la symbiose de l'événement et puis tout va se passer bien. Il y a eu cette période de Covid, depuis combien de temps Typical n'était pas venu à Paris? Depuis 2019. Notre dernière prestation remonte à 2019. On devait venir en 2020, on n'a pas pu. 2021, encore pire. 2022, ça a été pareil. Donc 2023, on est prêt, on est là. Alors plusieurs prestations dans l'Hexagone. Ça a démarré hier. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Colombes. La suite du programme après Colombes? Ben, hier, c'est un petit peu mitigé. C'est la première de la série. Il manquait un petit peu de monde quand même. Mais bon, les gens étaient là, ils ont congratulé. Ça leur a fait plaisir, nous aussi. Et là, cet après-midi, c'est le paquet. Le paquet, il y a du monde. On est fin prêt, on a un bon son, on a fait la balance déjà. Tout est fin prêt pour faire plaisir aux gens, pour faire passer un bon moment ensemble, une bonne prestation. Je vais vous dire quelque chose. Il y a peut-être des morceaux que vous avez oubliés avec le temps. Je vais rafraîchir votre mémoire et je vous laisse chanter ensuite. Vous êtes prêts? Vous en parlez? Oui, ok. Prenez ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu me gagnes un symbole. Monte dans la ligne. Monte du pomina pas petit. Pour te faire arriver. Tu me gagnes un symbole. Monte dans la ligne. Monte du pomina. Ok. Bon, t'as la bombe. Le place, c'est un peu pareil. Je suppose que du point de vue répertoire, il y a quelque chose de répertoire particulier pour ces personnes de Paris. Vous avez répété beaucoup en Guadeloupe avant d'arriver ici à Paris? Tout à fait. Nous, on a un répertoire très varié, un très grand répertoire d'ailleurs. Et on privilégie beaucoup les tubes typicales des anciennes des années 80, 90. Mais aussi, on est au goût du jour, on répond, on s'adapte au public. Si le public est friand de cabolo, ils auront du cabolo. S'il y a un petit peu de compas, ils en auront. Des biguines, il y en a, de la salsa au programme. Tout est OK. Ok. Magnifique. Écoutez.
Au nom du typical de SFPC, je vous dis franchement, nous sommes très fiers et honorés d'animer votre après-midi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Typical a flambé toujours. Et il y a notre orchestre Bastet, c'est les Aiglons d'ailleurs qui seront le 29 avril, si je ne me trompe pas, dans une boîte dans la région de Bastet. Alors, je reçois quelqu'un qui connaît bien la musique, puisque Thierry, spécialiste aussi, il a beaucoup fait de clips, etc., mais il est surtout directeur de spectacle et puis il fait autre chose. Thierry, merci d'être là. Ça fait plaisir de revoir Typical comme ça. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Ça ramène loin, ça ramène à l'époque des parents. Voilà, exactement. Ça ramène à l'époque des parents et ça montre que notre musique est toujours d'actualité, toujours aussi vivante. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ce qui a fait danser même après autant d'années. Il a dit 80, 90, mais c'est plus 60, 70. Ouais, ils sont toujours aussi vigoureux, ils sont là. Ouais, ils sont là. C'est bon pour les générations futures de voir que quand même il y a des tubes. Est-ce qu'on est capable de créer encore des tubes? Absolument, et on crée de la musique, de la bonne musique en Guadeloupe. Peut-être que les Guadeloupéens ne sont pas assez conscients de ça, mais il y a de très bonnes choses qui ont été faites ici. Qu'on regarde un peu les disques de 33 tours qui existent, des choses, même avant qu'à ça, je vais parler. Mon Dieu a oublié Malanga, des choses comme ça. Oui, tout à fait. C'était des choses chic taille, enfin bref. Alors, spectacle. Alors, on parle un petit peu de spectacle et puis on va parler un petit peu d'autre chose, puisqu'il y a aussi, il y a des choses qui vont se passer. Le projet spectacle, est-ce que Thierry, vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'était au départ? Alors, le projet spectacle, il est né durant la crise Covid 2020. C'était pour répondre à une problématique, c'est qu'on ne se voyait pas en télé, on se voyait nulle part, on voyait tous les autres pendant le Covid, c'était la crise. Et donc j'ai eu l'idée avec d'autres partenaires, d'autres personnes du milieu du spectacle, de créer une plateforme numérique pour pouvoir créer du contenu culturel et de pouvoir le mettre en ligne à l'image un peu d'une plateforme comme Netflix ou autre qui existe. C'est un Netflix musical, quoi. Voilà, on peut dire que c'est un Netflix musical, c'est surtout un Netflix qui se veut caribéen et puis culturel. On fouille vraiment notre culture pour pouvoir la mettre à l'image, l'exporter. C'est aussi bien pour nous qui sommes là, les locaux, mais pour tous ceux qui sont aussi loin du pays, qui ont envie de voir un petit peu les choses qui se passent ou ceux qui vivent au pays ou retrouver un petit peu leurs racines. Donc c'était l'objectif. C'est l'objectif en tous les cas de spectacle, de proposer un service en ligne de vidéos à la demande où les gens peuvent s'abonner, puissent louer à la demande des contenus, pouvoir regarder. Donc voilà, aujourd'hui ça va faire bientôt 3 ans. 3 ans déjà quand même. 3 ans, combien de groupes sont passés sur le spectacle, le répertoire? Il y en a beaucoup. Hein. De mémoire comme ça, je sais qu'on a déjà pratiquement fait plus entre 70 et 80. Ça dit, il faudrait demander combien ne sont pas passés. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Le travail est très très long puisque on est parti vraiment dans une optique de produire nous-mêmes tous les contenus. Donc ça demande des moyens. Oui. C'est des moyens techniques, il faut un plateau, il faut beaucoup de techniciens. Voilà, donc pendant le Covid. Et de la bonne technique. Voilà, et pendant le Covid, on avait la chance que tout était fermé. Finalement, c'était quand même une chance que ça nous permettait de faire des choses. Les activités ont repris. Maintenant, il faut plus courir après les artistes ou les personnes pour les convaincre de l'intérêt et de toujours le faire, puisque ça a toujours un grand intérêt de créer des choses. Et donc maintenant, on a su aussi s'adapter avec tout ça et je dirais évoluer avec le temps et proposer un certain nombre de services maintenant. On s'est lancé un petit peu dans l'événementiel puisqu'on est entouré de professionnels de l'événementiel. Donc créer des événements qui permettent de faire connaître la marque, de la démocratiser, de les gens s'approprient, entendre le nom et puis quand même à côté de ça continuer toujours le travail de production que nous faisons. Mais est-ce que les artistes ont joué le jeu vraiment? Alors, je dirais que les artistes ont joué beaucoup de jeux pendant le Covid, puisqu'ils n'avaient pas trop le choix, il fallait qu'ils s'expriment. Et qu'on les voit. Voilà, maintenant, aujourd'hui, les activités ont repris. Ils font leur tournée, c'est ça? Donc, c'est un peu normal que maintenant, c'est un peu plus difficile de les avoir et parfois de les convaincre de prendre ce temps-là de faire. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de toutes les façons qu'on sait dès le départ que ça va prendre du temps, que ça va être long. Et on y travaille tranquillement. Et on s'adapte au fur et à mesure. L'objectif est vraiment de ne pas lâcher, parce que c'est un beau projet, on le voit. Hein, Ah non, c'est un beau projet, je confirme, que nous-mêmes on soutient depuis... Oui, c'est vrai, ZCL nous soutient depuis le début, depuis qu'on a commencé, vous avez toujours été avec nous, ça, on vous remercie franchement, beaucoup de tous ceux qui nous ont soutenus, de tous ceux qui ont travaillé au lancement des spectacles. Il y en a qui ont commencé, qui sont partis, mais qui sont toujours là en fait. Mais
voilà, il faut quand même... Mais il n'y a pas que de la musique, Il n'y a pas que de la musique. Il n'y a pas que de la musique sur spectacle. Il y a de tout. Il y a du spectacle vivant. Il y a des films en projet. Ah, il y a des films en projet. Ah oui, aussi. là, on a justement... Ah, mais ça, il faut le dire, ça. Ah oui, on a un long métrage justement qui va sortir en mois d'octobre avec Patrick Soulez. Un superbe film sur la violence faite aux femmes. Ouais. Voilà, on est en train de finaliser la post-production. Ah, c'est ça, une production de spectacle. Ouais. Patrick avait déjà fait à un moment donné, il avait sorti un court-métrage, mais il a écrit une série de films et de contenus qu'on est en train de travailler. On est en train de chercher des fonds pour produire. Ouais. C'est le plus difficile, ça. Ça, c'est plus difficile. Mais comme on va les remercier, on remercie la région de nous avoir aidés. Ils nous ont permis d'avoir du matériel. Et avec ce matériel, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir de quoi faire les productions. Le plus compliqué, c'est d'avoir des fonds pour payer les techniciens, payer les artistes, les comédiens. Donc ça prend plus de temps. Donc c'est surtout beaucoup de montage de dossiers, chercher des fonds pour produire, parce que c'est là où c'est le plus compliqué. Mais on a déjà les moyens techniques qui nous permettent de travailler. Par exemple, pour faire enregistrer un spectacle, je prends n'importe quel, par exemple, Alex Catherine ou Birman ou Tania Simbal, combien de techniciens il faut mettre en place? En moyenne, on a à peu près une quinzaine de personnes. On fait une production, quand on prend toute la chaîne. Ouais. Et depuis la prise de son, la prise d'image, le montage, post-prod, synthé, etc. Pendant le Covid, on a recensé qu'on a travaillé avec plus de 90 personnes. Ah bon, quand même. Pour produire, il y a 90 personnes qui ont vraiment porté leur contribution. Parce que beaucoup, il faut le dire aujourd'hui, ont vraiment accepté de jouer le jeu, ils ont vraiment cru au projet. Il y a des gens qui ont travaillé, franchement, ils sont franchement venus gratuitement. Mais aujourd'hui, on essaie de... parle, comme on dit. Voilà, mais aujourd'hui, on essaie de vraiment d'aller jusqu'au bout du projet. Parce que le spectacle aussi, c'est de pouvoir permettre à la filière audiovisuelle d'avoir du travail, permettre à des techniciens de créer une industrie, de créer une industrie culturelle. Et il faut faire toute la mise en place. Donc, on va du coup aujourd'hui, les trois premières années auxquelles on approche là, ce n'est que le tout début. Alors, on dit en général, une entreprise, après 5 ans, soit elle meurt, soit elle progresse. Oui, nous, on va vivre. On va continuer. Bon, alors, l'autre question, est-ce que le public qui est abonné à Netflix, qui est abonné à toutes les plateformes de cinéma commence à s'abonner à un spectacle? C'est timide, mais les gens entendent parler. Parce que pour que s'abonner à la plateforme, il faudrait qu'on ait déjà beaucoup plus de contenu. Au début, on a essayé de communiquer un maximum pour faire connaître. Il y a des gens qui ont suivi, qui ont joué le jeu. Mais voilà, on fait très vite le tour de ce qu'il y a en ligne aujourd'hui. Donc, on se consacre vraiment à la production. Donc il faut produire maintenant, il faut produire. On maintient une base de données de personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Et là, normalement, d'ici un mois, on va sortir une série de productions qui vont permettre aux gens de pouvoir revenir, de pouvoir regarder. Et puis petit à petit, la plateforme s'installe dans son activité. On n'a pas des millions comme certains pour pouvoir produire et puis sortir d'un coup. On y va, comme on dit, quoi faire casse là à coup de main. Mais alors, est-ce que les cinéastes guadeloupéens, je dis ça parce que j'ai un fils qui est dans la production, tu connais, il y a d'autres Guadeloupéens, est-ce qu'ils comprennent qu'il faut venir aussi à ces spectacles? Alors, ils sont pour la plupart au courant de spectacles. Maintenant, c'est aussi une filière, ce sont des gens qui produisent. Donc, il faut qu'ils puissent vendre leurs produits. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à créer un fonds qui va nous permettre de leur proposer, d'acheter leur contenu, tous ceux qui ont des courts-métrages. C'est à ça qu'aujourd'hui qu'on travaille. À constituer un fonds qui va nous permettre d'acheter, de pouvoir les accompagner et aussi, dans un deuxième temps, leur proposer nos services et nos moyens techniques pour qu'ils puissent produire des choses qui pourront être diffusées sur la plateforme. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'ai reçu l'autre jour ici Emmanuel Gann, est-ce que tu connais? Qui a fait une série. J'ai vu qui est pas mal et ça pourrait bien être sur. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, alors on y va timidement parce que aujourd'hui c'est le moyen, c'est toujours le nerf de la guerre. Quand on va vers un réalisateur, il a réalisé un film, son souhait c'est qu'il soit vu le plus possible, mais c'est aussi de le rentabiliser. Donc nous, pour aujourd'hui, j'y vais franchement doucement parce que quand j'approche un réalisateur, j'ai pas envie de vraiment de décevoir les gens. Oui, de le dire merci, quoi. Voilà, donc j'aurais souhaité franchement pouvoir leur proposer quelque chose. Donc on n'a pas encore totalement la capacité de le faire, mais on a commencé de notre côté à recenser, on regarde ce qui se passe pour mieux, à un moment donné, se positionner. Et aujourd'hui, je t'avouerai qu'on s'est tourné vraiment vers l'extérieur. On a fait connaître ce spectacle en Guadeloupe. Justement, j'avais posé la question, est-ce qu'en Martinique ou en Haïti? Voilà, en Martinique, le spectacle est aussi connu. Et maintenant, on s'est tourné vraiment vers la Caraïbe, la Grande Caraïbe. Et aujourd'hui, on trouve un grand intérêt parce que ça n'existait pas.
Ça n'existe pas, un projet comme le nôtre. Justement. Et il y a beaucoup de musique dans la Caraïbe. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a approché principalement les festivals. Et on est rentré par cette voie-là, le côté festif. Donc aujourd'hui, on nous approche par rapport à nos moyens techniques pour pouvoir apporter... Faire des prestations. Et nous, tout de suite, on propose... De l'autre côté, on produit. Voilà. Donc on a déjà commencé à créer aussi une base de données avec des réalisateurs dans différents pays de la Caraïbe qui sont très intéressés par le projet. On a eu des propositions de films. Films même. Oui. Ouais. Donc ce sont des choses qu'on envisage, je pense, d'ici un mois de pouvoir mettre sur la plateforme, le temps de finaliser les contrats. Et c'est dommage à dire, mais bon, souvent on n'est pas jamais roi dans son pays. Ouais. Ça, Kevin, on a l'impression de trouver plus d'intérêt à l'extérieur que chez nous. Et les gens même vont trop vite. On a même envie, si on ne fait pas attention, ils ont envie de prendre en nous, donc on y va doucement. Alors, mon gars, écoutez-nous, ayant le spectacle, www.spectacle.tv, voilà. Abonnez-vous, quand vous abonnez à cette série, bien sûr, cette série-là gratuite. Je ne vais pas regarder, mais abonnez à Bâtir, il faut ça, parce que c'est nécessaire qu'on produise une production audiovisuelle aujourd'hui, parce qu'il y a le lycée audiovisuel qui produit des jeunes et qui peuvent demain travailler. Au lieu de partir à travailler à Canal Plus en France ou à TF1, l'idée, c'est de proposer. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de prendre des jeunes en contrat. Ouais, malheureusement, l'activité n'a pas pu permettre de pérenniser leur contrat, mais c'est des jeunes avec qui on a gardé contact. Mon souhait, c'est de vraiment renouveler, de les faire revenir, parce que on a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, et il y a beaucoup de jeunes qui font des études dans ce secteur-là. Et souvent, quand je discutais avec eux, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas trop de visibilité sur l'avenir. Tout à fait. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment, à un moment donné, avec cette plateforme, de pouvoir vraiment proposer du travail à tous ces jeunes et travailler en accord avec le milieu des professionnels de l'audiovisuel pour créer des contenus intéressants. Alors Thierry, vous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi des choses à faire dans l'événementiel et que c'est une porte qui s'ouvre aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'événementiel. Là, aujourd'hui, on s'est lancé avec... alors, on a eu en octobre-novembre, on a été approché par Georges Decimus, qui a vu un petit peu ce qu'on faisait, et tout de suite, qui nous a proposé, justement, pour nous permettre de générer des fonds, créer un intérêt autour de la plateforme, il nous a proposé de lancer un concept qui s'appelle Live Party. On a démarré pendant le carnaval, tout doucement. Et là maintenant, bientôt, le dimanche. Dimanche prochain, on reçoit Jocelyne Béouard dans un concept Georges Decimus Friends et avec invité Jocelyne Béouard. Et ce sont des personnes qui, tout de suite, le projet leur a plu et ils essayent par leurs moyens aujourd'hui de nous apporter leur aide. Donc ça veut dire que Nemo viendra aussi. Alors, Nemo est déjà venu. C'est vrai, Nemo est déjà venu. Nemo est passé. Et alors, ce que je voudrais dire quand même que c'est un concept. On s'est rendu compte, les gens qui sont venus, j'invite vraiment les gens à venir parce que c'est un concept familial, c'est le dimanche que ça se passe. On a trouvé un créneau original et l'idée c'était vraiment de proposer aux gens quelque chose de différent. Ils sont très proches des artistes, on n'est pas comme dans un concert classique, il y a une proximité et l'idée c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. Et j'avoue qu'on a des gens qui sont venus pour la première fois, maintenant ce sont des abonnés carrément à cet événement-là. Des gens, ils nous demandent tout de suite c'est quand la prochaine. Et là on est en train de l'exporter puisqu'on a justement trouvé une fenêtre pour proposer ce concept-là pour le carnaval à Sainte-Martine. Donc on part avec le concept, avec la même équipe à Sainte-Martine dans le cadre du festival, du carnaval, dans le Carnival Village. Le tout de blanc, c'est ça? Tout de blanc. Ce soir, quand c'est dans 15 jours? Ce sera le 25. Le 25 avril à Sainte-Martine. Et donc, progressivement, il y a un programme qui se met en place? Voilà, en fait, alors c'est un rendez-vous qu'on essaie d'inscrire tous les mois. Et on a déjà une programmation avec Georges qui va pratiquement jusqu'à juillet, avec de super invités. Un bel ballon, hein? Et, non, mais l'idée, c'est vraiment de donner un rendez-vous et de promouvoir la plateforme. C'est le but, c'est promouvoir la plateforme, fédérer des artistes. Ça veut dire que ce qui se passe en live, c'est enregistré en même temps? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait le choix de l'enregistrer. On le conçoit vraiment comme un événement, une rencontre, un événement qui se passe. Mais à terme, c'est de pouvoir vraiment faire des enregistrements live que les gens pourront retrouver après. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui permet de promouvoir la plateforme, de rassembler les gens autour du concept spectacle, de rapprocher les gens autour d'artistes comme ceux de Kassav aujourd'hui qui ont fait le tour du monde mais qui sont chez eux aujourd'hui, qui sont proches de nous. Et donc, du coup, de faire quelque chose avec eux d'intéressant. Donc, ça veut dire qu'on verra le nouveau Kassav sera sur le spectacle en ces jours?
je peux pas dire trop de Il choses. dit pas trop, il dit pas trop. Faut pas vous couper. On fait Voilà. d'accord, on a compris. Voilà. Mais il y a des choses qui vont se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se Bon, préparer. ça, Super. c'est une bonne nouvelle. Et puis, pour la Guadeloupe et pour les artistes guadeloupéens aussi, c'est un lieu de rendez-vous aussi. Oui, c'est et puis, un lieu d'une de manière rendez-vous. aussi, concept mensuel. Tôt ou Voilà. tard, d'autres monde Kevin. Voilà, le but c'est de fédérer tout le monde. Hein. Je veux dire, je n'ai pas créé spectacle pour moi, Thierry Galvani. Je l'ai créé parce que franchement, je crois en mon pays, je crois en ma culture et je suis un passionné. Je suis un passionné de l'audiovisuel et pour moi, c'était vraiment dans la continuité de tout ce que je fais. Comme beaucoup de personnes, on arrive à un certain âge, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de transmettre. Si on fait ça et qu'on fait ça toujours en étant égoïste, qu'on pense qu'à soi, bon ben, ça sert à rien. Tout à fait. Voilà. Bon, ben écoute, merci d'être venu dire moi qui te ça. remercie. Donc rendez-vous dimanche. De grand rendez-vous dimanche. Et je voudrais même dire quelque chose. On a la possibilité de faire gagner deux invitations. Deux invitations. Donc, je vais donner les informations. Tu pourras faire gagner deux invitations. Je vais les faire gagner jeudi. Voilà. Jeudi. Tu pourras faire gagner 2 personnes qu'on va recevoir dimanche à la live party à l'Eden Lounge. D'accord. Et c'est au Eden Lodge. Eden Lounge à Jarry. Eden Lodge à Jarry, c'est pas loin d'ici. Voilà. Bon, ben merci Thierry. Merci. Et puis bonne chance pour le spectacle. Et les Guadeloupéens qui regardent nous, mais le spectacle la force là, je crois, sur Netflix, sur toute la plateforme, ben il y a une plateforme Guadeloupe qui nie musique, qui nie d'autres butins. Il a dit ça, il y aura autre chose bientôt, donc il faudra y aller. On revient à l'actualité, signature d'une convention de Cannes. Non, d'abord on va à la fête de Cabrit. On finit toutes les fêtes. Il y avait une fête à Cabrit à la Désirade, c'est la 6e ou 7e édition. C'était là aussi, c'était une fête qui avait pris un petit peu de confinement. Et le retour s'est fait. Olivier Moradel était sur place, on regarde. Et pour nous, il était vraiment important de toujours créer de l'attractivité, du dynamisme. Et c'est pour ça que nous jouons notre atout fort avec l'île de la Désirade, qui apporte un tourisme différent de la Carle. Et c'est pour ça que pour nous, la Désirade est vraiment un atout et c'est vraiment un joyau pour les autres communes. Et donc, c'est tout à fait normal que les 4 meilleurs soient ensemble et qu'on invite tous les Guadeloupéens, tous les touristes à venir à Désirade pour la fête à Cabrit et de venir consommer. Au-delà de l'aspect économique, il était important pour nous de nous renouer avec cette activité, avec ce festival. Aujourd'hui, je l'ai dit, la fête à Cabrit, ça tourne vers un festival puisque nous rayonnons aujourd'hui au-delà du territoire de la Désirade et même au-delà du territoire de la Guadeloupe. Mon rêve, et ce sera toujours ça mon objectif de président de la Carle, c'est que Désirade soit considéré autant que Sainte-Anne, Saint-François et Gosier. Donc vraiment de permettre à Désirade de se développer en harmonie et bien sûr avec la volonté des Désiradiens. Nous avons eu une belle journée professionnelle avec nos acteurs de l'île qui nous a permis de les mettre en lumière, qui nous a permis également de leur permettre de poser des questions pour la pérennité de leur travail, qui est l'élevage. Il est toujours plus compliqué de faire les choses sur le territoire insulaire que sur le territoire, je dirais, continental de la Guadeloupe. Et c'est vrai que nous devons, nous, permettre à nos acteurs, à nos éleveurs, de leur donner ce levier, de se montrer, de s'exprimer au-delà, je dirais, au-delà de tous les clivages. L'un des frères Dinan est employé municipal à l'avenue du Gosier, c'est lui qui a installé les piscines intérieures communautaires. Et c'est vrai qu'on avait déjà entendu cette histoire de traversée Désirade Saint-François. Et cet exploit de 7h30 est vraiment un exemple et un modèle pour les futures générations. Et donc à travers cette plaque, c'est de redonner la confiance, mais surtout la reconnaissance à 2 hommes qui ont fait un exploit et qui pourrait inspirer pas mal de jeunes dans tous les domaines et de leur dire de jamais abandonner, de croire dans le rêve. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Bon, c'est vrai que la natation était déjà ma profession depuis 1975. Donc en fait, on était déjà dans l'eau. Et puis j'ai pour habitude de dire qu'à la Désirade, notre premier jouet, c'est la mer. Et je pense que c'est un peu dans cet esprit-là qui a fait qu'on a été le seul à croire qu'on pouvait encore jouer, mais d'une autre manière, à un autre niveau, en reliant la Désirade à Saint-François. Je pense que ce jour-là, c'est une porte qui m'a été ouverte et de dire que j'avais un potentiel qu'il fallait travailler. Donc c'est pour vous dire qu'on est déterminé, on est engagé dans ce qu'on fait pour que ça puisse se faire. Voilà, fin de la première séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Il y aura encore de la musique puisque Alex Jabou est prévu. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir 2 musiciens, Alex Jabou, pas Alain, et Woody Levallois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et comme on dit quand on vient ici, c'est qu'on a une actualité. Tout à fait. Oui.
Donc, à l'initiative de Rudy Levallois, Oui. donc, nous avons un concert à Sonisque vendredi prochain à 20h. Oui. Et on va revisiter un peu nos compositions, enfin revisiter quelques standards de jazz et nos compositions. Voilà, avec Fabrice Enfant à la basse, Sylvain Joseph, saxophone, Dimitri Édouard et Joseph Casimir à la batterie. Uniquement du jazz, hein? Oui, il y a du Begin, Mazouka. Ah, il y a aussi de la Begin. Begin, Mazouka, nos compositions aussi. Parce que justement, je recevais l'autre jour Ronnie Théophile, je lui posais la question à savoir pourquoi la Begin un petit peu, comme on dit ici, en Baféi. Qu'est-ce qui se passe? Non, bon. Qu'est-ce qui fait que la Begin n'a pas la même audience que le Goka, que le Zouk ou même que le jazz caribéen? Voilà, il faudrait aussi que les médias fassent le travail. Hein. Je parle des radios, il faudrait qu'ils fassent le travail. C'est la faute des radios? Je pense que oui, parce qu'il faudrait diffuser, nous habituer, les jeunes, les jeunes, quelques jeunes, à s'approprier la Begin, quoi. Oui. Parce que c'est pas est-ce qu'il y a des créations en matière de Begin? Parce que est-ce que on n'est pas toujours au standard ancien? Il y a quelques créations, on entend déjà. On est plutôt habitué au standard ancien quand même aussi. Oui, non, mais je n'ai rien contre les standards, parce que toutes les musiques ont des archives, des standards, mais quand on voyait par exemple au niveau même du Goka, il y a tout le temps des nouveautés. Au niveau du Zouk, il y a quelquefois même trop de nouveautés qu'on saturait. Au niveau de la Begin, je ne sais pas quel est le dernier disque de Begin qui est sorti, je ne me souviens pas. Hein. Il y a le disque de je ne parle pas de Alain Jean-Marie, par exemple, il fait jazz Begin, mais au niveau guadeloupéen... Mais il y a le groupe Begin Jazz, avec Yann Négrit à la guitare et quelques grands musiciens antillais qui vivent à Paris, qui ont sorti un mélange de Begin, de jazz. D'ailleurs, ils sont passés récemment à l'Archipel, à Basse-Terre. Et donc, on avait là... Une sorte de mélange de style guadeloupéen, et notamment avec de la Begin. Donc là aussi... Mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu booster un petit peu la Begin? Je dis ça aux musiciens que vous êtes. Hein. Oui, bon, déjà dans nos compositions qu'on a pour vendredi, on a des Begin. Et puis il faudrait aussi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les médias fassent le travail aussi. Hein. Oui. Parce qu'il y a j'entends des fois des Begin qui sortent, des nouveaux Begin, des nouveaux... Je vois Mioval, il fait des choses qui sont intéressantes aussi. On entend des nouveautés, et puis bon, on entend une fois comme ça, et après c'est fini, quoi. Qui ne passe pas suffisamment à la radio ou à la télévision. Des clips de Begin, j'en ai pas vu depuis longtemps. Hein. C'est vrai, c'est beaucoup plus traditionnel. Et il y a aussi, je peux le dire, que Begin Sivo de Maximilien, il a fait des Begin. Hein. Oui, Begin Sivo. Il vient de sortir une Begin avec le clip et tout, on ne le voit pas. Dans votre répertoire, le spectacle que vous faites à Sonis, quelle sera la place de la Begin? La place de la Begin, bon... Tu peux... Il y aura notamment 2 morceaux d'Alex Jabot. Oui. Qui sont vraiment très riches, et où il y aura quand même une part assez importante réservée à la Begin. Oui. Alors, venons un petit peu donc, à ce duo de guitare que vous allez faire, parce que vous êtes 2 guitaristes. Je connais bien Alex Jabot, bon là, j'ai vu un peu partout. Dernière fois que je l'avais vu, c'était avec... Vim, non mais avant ça, avec Dissonance. Avec Dissonance, avec acoustique aussi. Avec acoustique, surtout avec acoustique. Je sais qu'il y a quelque chose en préparation avec acoustique. Voilà, on prépare en atelier en ce moment. Joby m'a dit ça, il m'a dit qu'il y a en atelier en ce moment, on prépare un nouvel album. Oui. Et j'espère que ça plaira au public. On est en train de travailler sur ça, quoi. Alors, d'où est venue l'idée de mettre un duo de guitaristes éminents? C'est l'idée de... c'est M. Levallois, alors expliquez-nous ça un peu. Alors, à force de jouer ensemble, finalement, on s'est dit, on a l'occasion de se rencontrer lorsqu'on fait des concerts dans certains pianos-bars guadeloupéens. Et on s'est dit que, tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire profiter à un public plus large ce que nous faisons habituellement sur scène. Donc, c'est vrai que l'expérience d'Alex Jabot, elle est incontournable. Mais lui, il a tout fait. Hein. C'est ça, du typical, il a fait du dissonance, du jazz, etc. Voilà, donc ça contribue encore plus à élargir le panel. Donc voilà, c'est ça, c'est cette idée-là en fait qui a prévalu pour ce concept.
Et puis après, comment on dit, c'est un one-shot ou bien il y aura d'autres... Ah ben probablement, ça dépendra ça dépendra de la motivation de tout un chacun. Voilà. Ah non, mais c'est un plaisir de découvrir ensemble de guitaristes de talent qui ont déjà donné leur profil, leur preuve dans la musique guadeloupéenne. Il est arrivé guadeloupéenne. quelquefois de jouer à deux, hein, surtout au Petit Paris. Ah bon? Au Petit Paris, deux guitares. Deux guitares Uniquement. Et puis, ça jouait bien. On expose des Bee Gees, on expose des compositions de Condouan qu'on aime bien. Notre illustre, comment dirais-je, guitariste de jazz, André Condouan. Et puis les morceaux d'Alain Jean-Marie aussi. Notamment à cette occasion, nous interpréterons 2 titres d'André Condouan, donc en hommage à André qui a disparu en 2015. C'est un très bon guitariste de jazz qui a commencé en Allemagne, autant que je me souvienne. C'est en Allemagne qu'il a commencé, et puis il est passé aux États-Unis, il est venu ici. Je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, compte tenu de son talent. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il a été connu à l'étranger, mais parce que les Américains, parce que quand même ils sont poètes en matière de jazz, ils l'ont référencé déjà dans leur liste de jazzmen, parmi les 100 plus grands jazzmen au monde. Donc c'est quand même une bonne référence. D'accord. Et Alex Jabot, je vous pose la question, M. Jabot, comment on passe du typical au jazz, à la guitare? Parce que c'est vraiment des rythmes qui sont... Oui, c'est l'amour de la musique, quoi. C'est l'amour de la musique. Et puis, très jeune, j'ai toujours fait des orchestres de bal, mais en même temps, je me suis consacré à l'improvisation, à étudier un peu le jazz. Donc, il n'y avait pas d'école de jazz ici en Guadeloupe. Quand j'étais plus jeune. Un professeur américain, je crois. Oui, quand je suis entré à Paris, M. Ray Westcrick, je me souviens bien. Après, j'ai vu aussi Pierre Culaz, qui m'a enseigné quelques rudiments harmoniques. Voilà, donc, le fait que, le fait aussi, c'est d'aimer la musique de son pays, et pouvoir le jouer avec ce qu'on connaît, la technique qu'on a. Et ça m'a permis de jouer dans Typical, avec une facilité, jouer du compas quand je veux, jouer avec acoustique. Dissonance, c'est notre forme de musique aussi, avec dissonance, c'est une musique très élaborée avec dissonance, et Vim aussi. Et Woody Levallois, vous avez fait que du jazz? Pas du tout. J'ai fait un peu de biguine, de la bossa nova, de la musique d'ici, du zouk aussi, ça m'est arrivé. J'ai même participé à l'album de rap jazz. Donc c'est assez éclectique, et donc tout ça a contribué. Mais c'est vrai que j'ai un penchant pour le jazz, j'aime beaucoup cette musique. Et donc on a réservé, c'est pour ça qu'on n'a pas intitulé le terme duo de guitare, on a plutôt voulu faire apparaître la guitare plutôt que telle ou telle musique. Voilà, donc ça pourrait plaire à des personnes qui n'aiment pas forcément le jazz, qui peuvent aimer la biguine, d'autres qui peuvent aimer, je sais pas moi, le smooth jazz par exemple. Ou de la bossa nova, parce qu'on a quand même dans un arc caribéen et on a quand même des influences. Donc, mais on ne peut pas tout faire pour l'instant. Mais déjà, cette partie-là, pour la guitare, c'est déjà beaucoup. Parce que, en fait, dans les époques passées, nos grands jazzmen guadeloupéens, ils faisaient en France de la biguine, mais c'était très proche du jazz. Ils ont, je parle des Mavounzi, des Lerouva et compagnie, ils ont été très proches des jazzmen américains. Tout à fait. Voilà. Et ça, avec la technique qu'ils avaient, ça leur permettait de jouer la biguine, et l'improvisation aussi, c'était très jazzy. Oui. Voilà, c'est pas très loin finalement. C'est pourquoi des fois, il y a la biguine jazz, quoi. Que fait Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie, c'est pratiquement... Il a fait le tour du monde avec ça. Biguine jazz, il joue du bebop, quoi. C'est ce qu'on appelle le bebop, oui. Voilà. Vous faites un petit peu de bebop à Sounis? Oui, bien sûr. On fera, oui, tout à fait. En hommage à West Mambo, notamment. On viendra voir ça avec plaisir. Et on vous souhaite un bon spectacle. C'est le 14, c'est samedi? Vendredi 14 à 20h. Alors, c'est un one-shot pour l'instant. Et puis, on ne sait pas. Peut-être, alors, vous avez dit, il y a Fabrice Fanfan, Sylvain Joseph, Dimitri Edouard et Joseph Casimir. Voilà, tout à fait. Ce sont des musiciens qui ont l'habitude de jouer avec nous. Donc, tout à fait. Bon spectacle en tout cas, vendredi. Et puis on espère qu'il y aura une suite. Ah ben, c'est bien. On aurait voulu faire une petite tournée quand même avec cette équipe-là. Oui. D'accord.
C'est noté. Voilà. Merci, messieurs, d'être venus. On va revenir à l'actualité. Signature d'une convention de Cannes. Le préfet Olivier Servat était sur place parce que vous savez, il y a quelques difficultés pour cette récolte. On regarde ce reportage de Vianney Valverde. C'est parti. C'était une réunion de travail pour examiner avec monsieur le député les 19 points que le collectif sur lesquels le collectif souhaite engager les discussions. Voilà, donc réunion très technique, mais très constructive, qui nous a permis de constater que sur beaucoup des points, il y avait matière à discussion. Alors peut-être deux choses que je peux souligner qui me semblent importantes. D'abord, beaucoup de ces points sont déjà dans la convention. Vous savez qu'on a signé la semaine dernière une convention avec les syndicats représentatifs des planteurs, avec les sucriers, avec les usiniers, avec la Chambre d'agriculture, avec la région, avec le département, etc. Et que c'est une convention ouverte. C'est une convention qui acte et qui engrange un certain nombre de choses, d'avancées significatives, notamment sur le prix de la canne, une augmentation quand même de 30%, voire de 40% sur Marie-Galante, d'une part, et qui, dans un certain nombre d'articles, c'est un peu technique, mais l'essentiel, c'est de retenir qu'il y a des sujets qui sont ouverts à la discussion. Et beaucoup de ces sujets se retrouvent effectivement dans les 19 points que le collectif souhaite évoquer. Donc voilà, on est dans un processus de discussion qui reste ouvert. Jeudi soir, j'ai rencontré un certain nombre de personnes représentatives des blocages, c'est-à-dire des agriculteurs et les jeunes agriculteurs et aussi d'autres personnes de l'interprofession. Nous avons passé 5 heures pour comprendre un petit peu quels étaient leurs points de revendication pour pouvoir débuter la récolte. On a identifié 19 points ensemble. Et ces 19 points donc, ont été présentés aujourd'hui au préfet. Pourquoi c'est moi? Parce que ceux qui bloquent aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs et les professionnels agriculteurs, m'ont demandé de pouvoir, les représenter, les mandater pour présenter la demande à l'État. On a un objectif tous les deux là, qu'on partage à 150%, c'est évidemment qu'on commence la campagne sucrière, la campagne de coupe de la canne commence le plus vite possible. Il y a des sujets sur la table, mais ces sujets, effectivement, on va prendre le temps, et selon une méthode, encore une fois, qu'il faut que je définisse avec les signataires de la Convention, on a le temps de les retravailler. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on sorte de la situation de blocage actuelle et que pour le bénéfice de tout le monde et au premier chef pour le bénéfice des planteurs, on puisse effectivement aujourd'hui commencer la campagne 2023. Voilà, et c'est pas fini puisque il y a encore des planteurs qui ne sont pas d'accord avec cette convention, qui ne l'acceptent pas et ils ont été rencontrés par Michel Depape. Ils sont pas satisfaits, on les écoute. Jeudi dernier, monsieur le député Servat recevoir nous. Et à travers les points que nous revendiquons, nous pensons que les signataires étaient soucieux de nous. Et que hier soir, l'entendre pour pouvoir président Ligouakan, ça fait mal parce qu'il faut savoir que ce monsieur, ni a pas même préféré là qui baille l'ordre de coupe, ni Gaudel, ni la DAP. C'est Ligouakan, c'est la chambre avec yo, avec GIE là. Mais en cas de dire que je là, à quand on appelle le préfet là pour dire comme ça, que M. Créanto, qui a présenté GIE, qui a décidé là, pas mandaté, il n'y a pas qui président GIE. Juridiquement, d'après sa connaissance en nous, c'est M. Roméo Ménard qui est président GIE. Et démissionné verbalement, mais il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour te nommer un nouveau président. Et nous croyons que tout le monde qui a décidé dans ton table, mais à cheminer, que c'est M. Pani pour pouvoir de représenter ce monde qui vient là. Et ça, c'est M. qui a fait là. L'argent qu'il a distribué entre eux-mêmes dans ça, dans la Ligua, Cannes, GIE, Cannes, qui a dépassé le revenu agricole. Donc c'est pour ça qu'il semblait annoncer qu'on va dans ça. L'argent qu'on va gagner là, il va vivre aisément. Mais nous qui plantons Cannes là, nous ne pouvons pas ce que nous devons faire. Surtout les prières annoncées là, on ne va pas penser. Et moi, je dis encore, c'est la fin de la finière. Si vous voyez les usines pas mettons l'argent dans l'étape de planter Cannes, moi, je vais la Cannes qui disparaît. Je campagne fait nous commencer, fait nous faire parce que nous avons qui à titre professionnel, nous estimons quelqu'un là mal payé, et très mal payé. Même Philippe Gaudel qui reconnaît que là, on seul dégage, il prend l'argent tout partout, sauf qu'il y a Kazaï, les déficitaires. Donc nous négocier avec. En cas de ça, même préfet là pas qu'arriver à faire oublier. Là, l'État a payé plus de 90% à la campagne. Donc nous ne pouvons pas demander l'État de mettre plus. Et si l'État pas arrivé à faire garder le plier, c'est peut-être qu'on nous va faire ça, nous devons planter des points de distribution. Mais là, nous
bité convention quand pour 113 €. Guadeloupe, c'est que 113 €. Et le plus bas, c'est que 109 €. D'accord? Mais il y a 4 propriétaires suspens qui est en négociation. Donc, les 7000 tonnes de sucre, à partir du moment qu'il y a Gaudel, si nous une nouvelle convention là, qui est précédent, celle loyale et marchande, il doit être payé au Canada à 100%. Alors, celle peut-être qu'elle nous fait, il y a qu'à reconnaître, nous devons faire que les ETA et les Cuba, des faits, on dit si prix à Et pourquoi ça, c'est ça, nous pas fait. Voilà, nous en sommes là et donc la récolte pour l'instant elle est entre parenthèses parce que faut savoir aussi que les cannes, quand il y a une récolte, si on ne la fait pas dans les temps qu'il faut, la canne perd sa valeur et sur cette question, est-ce qu'il va y avoir un accord aujourd'hui? On l'espère pour tout le monde. Barbara est déjà avec nous, bonjour. Bonjour Dani. Ça va? Ça va très bien, toi? Tu as mangé beaucoup de crabes? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Bon, on avec revient modération. tout à l'heure pour la détox crabe, tout à l'heure pour la jalousie. C'est parti, on fait la deuxième pause et on se revient tout de suite avec toi pour la rencontre de soi. C'est parti pour la pause. Voilà, c'est l'avant-dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, on va faire parler Teddy Bassab, bonjour. Bonjour. Et Luigi Ibad, bonjour. Bonjour. Ce sont deux jeunes qui sont dans le concours Green. On va en parler. Avant, on revient vers notre chroniqueuse du mardi. Bonjour Barbara. Bonjour Dani, bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, générique, et on revient vers toi. Je disais qu'on va parler d'un sentiment qui n'est pas toujours positif. C'est ça. La jalousie. La jalousie. Oui. Détox. Détox. Oui. Et oui, détox, pourquoi? Parce que ça fait sourire. J'ai entendu j'ai perçu et j'ai entendu le petit sourire. Mais parce que c'est vrai que ça a des effets physiologiques oui. Quand il y a la jalousie. Donc l'idée, bien entendu, avec quelques techniques, on verra par la suite, c'est d'arriver à en sortir progressivement. Comme d'habitude. On peut en sortir. Bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un mot de société, on va dire de manière générale. Et il y a une petite particularité quand même chez nous. Hein? D'accord. Voilà. Oui. Donc quand je dis ça, on peut parler de la mentalité du panier à crabe. Oui, tout à fait. Ça vous dit, on parle de crabe justement, ça vous dit quelque chose? Oui. Et oui, donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs sollicitations aussi par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie de manière générale, mais on va avec un petit focus dans le domaine sentimental, puisque j'ai beaucoup de personnes qui m'interpellent sur justement les rapports dysfonctionnels. On a parlé de dépendance affective, on a parlé de l'ego, on a parlé de pas mal de choses autour justement des mots qu'on peut avoir dans les relations. Et c'est vrai que la jalousie est un mot très important dans le cadre des relations toxiques, notamment. Ça va très loin quelquefois. Hein. Ça va très loin, malheureusement. Ça va jusqu'à la fin. Oui. Hein, on a entendu différents phénomènes, notamment récemment, sans aller plus loin, puisqu'on respecte le caractère privé des situations. Mais il est vrai que la jalousie a un caractère toxique. Donc, que ce soit dans le travail, dans les relations familiales, dans le domaine sentimental, eh bien, je pense qu'il était plus qu'important d'en parler aujourd'hui. Et comme toujours, commençons par la définition. C'est ça, Dani. On va voir donc quelques éléments de définition en image, donc à l'écran, pour qu'on puisse situer de quoi on parle. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce qu'une personne jalouse ou de la jalousie? Hein? Donc, c'est une personne qui ne peut admettre le moindre partage de ses affections et qui vit dans la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel elle est attachée. Donc là, on est dans le domaine sentimental. Oui. D'accord? Alors, j'ai essayé de prendre, comme d'habitude, plusieurs définitions, puisqu'on a dit qu'on allait élargir aussi dans le cadre notamment professionnel et puis autres.
Alors, c'est une personne qui supporte mal les avantages de la supériorité ou le succès d'autrui, qui envie à chacun ce qu'il a. Hein, donc, je parlais de la mentalité du panier à crabe. Qu'est-ce que le crabe il fait, n'est-ce pas, Dani? Qu'est-ce qu'un crabe qui voit celui qui est au-dessus fait à l'autre? Il a envie racheter taille. Pour faire qu'il pour tirer en bas. En bas, voilà, donc le but aussi, hein, on pourra décortiquer ça, hein, ça va être aussi d'être en quelque part le premier, passer au-dessus de l'autre et être le premier à faire. Donc, voilà, et pour poursuivre dans la définition, donc c'est une personne qui éprouve un sentiment vif d'envie devant l'avantage, devant le succès, devant le bien de quelqu'un d'autre, qui manifeste un état d'esprit, une envie profonde, et ça, on va dans des dérives, hein, d'accord? Donc, c'est un sujet qui ne met pas forcément à l'aise, mais pourtant, c'est une grande réalité, pour ne pas dire malheureusement, jusqu'à l'heure... parce que ça crée beaucoup de problèmes. Hein. C'est ça, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, en parlant de différents problèmes, c'est vrai que la jalousie en soi peut être normale. Quand on a un sentiment amoureux, par exemple, quand on peut avoir une certaine envie, on se dit oh, eh c'est bien cette personne-là, ce qu'elle a. Ou encore, si on va dans le domaine sentimental, j'aime cette personne-là. Donc, bon, je n'ai pas trop envie qu'on s'approche d'elle. Hein. Je donne ça comme exemple. Oui. Ça peut être normal. Là où ça n'est plus normal, c'est quand il y a des dérives. Et c'est là où on va justement voir comment ça peut se manifester. C'est quand il y a, donc on va voir ça en image tout de suite, c'est quand il y a le manque de confiance en soi, donc c'est pas grave, je vais le dire, les expériences traumatiques du passé, la peur de perdre l'autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vraiment attiser la jalousie. La peur du rejet, de l'abandon, les croyances limitantes, j'arrête pas d'en parler à chaque fois, hein, ces fameuses croyances où on met la généralisation, donc... c'est toujours comme ça, ou de toutes les manières, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Donc, la personne qui est en face fera la même chose, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est mon laïe. Hein? Voilà, et puis les émotions. Quand on est dans la jalousie, eh bien, on est carrément dans une manifestation des émotions, où il n'y a plus de contrôle. Voilà, donc c'est pour ça que je disais vraiment qu'il va y avoir, comment ça s'explique, les différentes causes qui vont... et bien justement nous emmener dans cette situation. Et j'aimerais faire un petit focus sur le manque de confiance. Oui. C'est vrai qu'on en parle, on parle du manque de confiance et du manque d'estime. Ça aussi, c'est un mot de la société, lié aussi à notre construction identitaire. Comme il y a plusieurs spécialistes qui en ont parlé, hein, cette difficulté qu'on a à pouvoir s'aimer. Eh bien, quand on est dans une relation, par exemple, sentimentale, où on va être face à une personne qu'on va idéaliser, le phénomène d'idéalisation, eh bien, cette personne sera pour nous, mais cette personne que je veux avoir à mes côtés, qui est finalement ce que je ne suis pas. Donc, qu'est-ce que ça va faire quand on arrive après dans des déviances où la personne elle a un manque de confiance et un manque d'estime? Eh bien, elle va elle-même, au fur et à mesure, se dévaloriser parce qu'elle va idéaliser l'autre. Du coup, en ayant ce manque de confiance et d'estime qui va grandir, ce qui va se passer, c'est que ça va venir renforcer cette peur de perdre l'autre, puisque cette personne-là, c'est elle que je veux, mais elle est extraordinaire, elle est si... J'ai plusieurs cas dans des coachings de personnes qui ont tendance à idéaliser, ce qui peut être normal. Le problème, c'est que ça peut justement venir accentuer la jalousie, parce que finalement, j'ai tellement peu de confiance en moi, tellement peu d'estime, et bien que je vais finalement étouffer l'autre. Je vais empêcher l'autre d'exister. Je vais empêcher l'autre d'être en rapport avec autrui parce que je n'ai pas envie de perdre cette personne-là. Au fond, derrière, c'est ce qu'il va y avoir. Et comment on peut détecter ça? Eh bien, en fait, c'est simple. Là. Donc, il va y avoir plusieurs choses. Et j'ai des témoignages. Hein. Tout à l'heure, on va en parler. Déjà, il va y avoir une tension intérieure. Quand je parlais de détox, détox, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, physiologiquement, va me mettre dans une posture où je ne me sens pas bien à l'intérieur. Donc, des émotions mélangées. Hein. Donc, il va y avoir de l'anxiété, de la colère, de la frustration, de la peur. Ce mélange d'émotions qui va produire des effets, ça peut être dans le ventre. Donc, j'invite chacun vraiment à s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais ça va être un mal de ventre, des palpitations, le pouls qui s'accélère ou encore la tête qui chauffe. Il y aura vraiment des manifestations physiques. Donc, ces manifestations vont aussi, elles sont générées par les pensées, hein, mais ça va nous emmener à ne plus être forcément rationnels. Donc, on aura des pensées qui sont complètement dysfonctionnelles. On va sortir de la réalité et se faire, comment dire, ça, il y a fait film. On va se faire des films. Mais ça, ce sera aussi accentué par ce dérèglement, cette tension intérieure. Tu vois, donc il y a vraiment ça. Donc, j'ai oublié de citer l'angoisse, l'anxiété. Bien sûr, on peut avoir les mêmes moites. Un exemple, hein, bon, il ou elle
est parti depuis 1 heure, j'ai pas eu de message. Bon, alors si au bout d'1 heure on s'inquiète, c'est qu'il peut y avoir des signes de dépendance. Bon, voilà, je fais ça exprès, hein, je vois messieurs qui secouent un peu la tête, voilà, mais j'ai pris sans se moquer d'aucune situation, hein, oui. Mais c'est vrai que ça, et sachez que ça arrive, voilà, chacun est comme il est et on accepte la différence d'autrui, mais j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 heure, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 heures, j'ai les mains qui sont un peu moites, quelqu'un fait un. Et puis là, on l'a passé. Avec qui en 7 ans, vous voyez, c'est des exemples que je donne comme ça. Mais vous savez, ça vaut mieux prendre ça avec une touche d'humour, mais oui. Ça arrive malheureusement. Oui. Et ça peut s'expliquer par, comme je disais, plusieurs choses. Il peut y avoir le manque de confiance, les mots aussi, les blessures du passé. Si j'ai eu plein d'expériences où ça a été catastrophique et je me suis fait tout fait avoir, et bien tout de suite, ça va déclencher un cafon bitin. Eh bien, les émotions, allez, on est au plus haut des émotions. Et puis, nous, quand partir, et on refait le monde, hein, voilà. Hein, pas de façon positive, vous voyez? Donc, il y a ça. Et puis, il va y avoir des comportements qui vont être aussi, qui vont pas être normaux, qui vont être négatifs, voire agressifs. Parce que je n'aurai pas de réponse, déjà, pour plusieurs choses, hein, pour tout ce qu'on a dit avant, mais parce que je n'aurai pas de réponse à ce que je veux. L'attente vient se rajouter. L'attente, je n'ai pas de réponse. Ça tarde. La personne ne me répond pas. Et ça monte, et ça monte. Et la pression monte. Du coup, je pars dans des comportements qui seront agressifs et avec une communication totalement négative ou encore un blocage total. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que derrière chaque émotion, derrière chaque intention aussi, on va lier l'intention et l'émotion, il y a une intention positive. Je m'explique rapidement. Quand une personne se met en colère, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui va venir impacter sa personne. Donc, l'émotion va venir pour lui faire savoir alerte, là, tu es en colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en quelque part, cette personne, elle va vouloir se protéger. Derrière toute émotion, il y a une intention qui est positive. Donc, quand on est dans la jalousie, eh bien, certaines personnes vont pouvoir réagir de façon négative, agressive, ou incriminer l'autre. Ou encore, d'autres personnes vont être bloquées. Elles vont passer en mode silence total. Et là, on sera pareil dans des effets qui seront négatifs puisque l'autre qui est en face peut ne pas comprendre du tout. Alors, la détox dans tout ça, parce que bon, ça c'est l'aspect négatif, mais il faut trouver un remède. Exactement. Alors, juste avant de passer au remède, j'aimerais montrer par quelques exemples, puisqu'il y a des personnes qui ont vécu, hein, donc, et juste pour faire part du témoignage, de leur témoignage, et puis ensuite je propose d'aborder les quelques pistes rapidement. Hein. Alors, j'ai S qui m'a dit, je suis à bout dans mon travail, j'ai une collègue qui passe son temps à dire du mal de moi, à mon directeur, me critiquer ouvertement, saboter mon travail. J'ai eu l'occasion avant, quand je lui faisais confiance, de partager plusieurs idées avec elle. Elle m'a dit non, c'est pas bien, c'est pas bon. Elle s'est même moquée de moi. Et discrètement, elle en a parlé à mon directeur et récemment, j'ai vu qu'il a approuvé les idées que je lui avais données. Elle s'est fait passer pour moi. Elle est jalouse. Ça, c'est un exemple dans le domaine professionnel. Alors, au niveau sentimental, un soir avec mon meilleur ami, nous avons décidé de sortir dîner. Cela faisait 4 ans que nous ne nous étions pas vus. Malheureusement, ma soirée a été gâchée à cause de messages et appels à répétition de mon copain. En tout, j'ai reçu 24 appels de mon copain dans la soirée. 24 appels? Non. 24 appels. Ouais. À l'issue du dîner, alors que je discutais avec mon ami dans la voiture devant chez moi, j'ai vu mon copain débarquer pour vérifier si je suis bien rentrée, alors que nous ne vivions pas ensemble. Il est hors de question que cela se reproduise. Ouais. Bon, alors voilà, j'ai donné deux exemples assez forts. Et là, en fait, ce qu'on peut... J'espère qu'elle est sortie vivante quand même de ça. Ben oui, puisque du coup, j'ai le... Voilà. Mais vous voyez comme quoi ça peut vraiment dériver très facilement. Et on est vraiment dans un caractère jaloux et voire même des fois maladif. Possessif. Possessif, exactement. C'est une caractéristique aussi de la jalousie, la possessivité. Alors, mais ça parle aussi, comme on disait, possessif, ça parle beaucoup aussi du manque de confiance en soi-même pour la personne qui est jalouse. Alors, le remède. Et le remède, voilà. Donc, alors, quelques techniques rapides. Ça va être d'être à l'écoute de ses émotions. C'est ça que j'ai détaillé les émotions tout à l'heure, vous avez vu, parce qu'il se passe des choses. Et si on fait comme si elles n'existent pas, parce que, non, pas appeler rien, non, ça qui y aille. Il faut prendre le temps d'écouter ce que les émotions nous disent. Après, ça va être de découvrir quel est le message caché de la jalousie. Comme je disais, par exemple, quand on est jaloux, c'est qu'on parle aussi de ses peurs, on parle de ses faiblesses. Et on parle des fois, je vais plus loin, de choses que nous-mêmes, on est capable de faire. D'accord? Ça veut dire que des fois, je peux avoir tendance moi-même
sans qui a fait effectivité en moins caché, il peut voyer, et finalement, eh bien, je me retrouve dans une situation où je vais interpréter que la personne qui est en face va faire la même chose. Donc, ça parle aussi de ce que moi, je suis capable de faire. Donc, écoutez le message de la jalousie, ne pas faire comme si ça n'existait pas. On va aussi se dire que il va falloir faire en sorte de ne pas prendre systématiquement l'autre comme étant mon ennemi, ou ne pas le prendre du tout comme étant mon ennemi, finalement. C'est une situation qu'il va falloir analyser plutôt que de se dire je vais incriminer l'autre. Travailler sur la confiance et l'estime, toujours. Je pense que ça, c'est un travail de longue haleine qu'on peut faire et se faire accompagner pour y parvenir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important puisqu'on peut ne pas y arriver seul, comme je disais, par rapport à tous les maux du passé. Rechercher la paix intérieure, j'en parle aussi beaucoup. Moi, j'étais en mode focus paix intérieure ce week-end. Ça fait du bien de se recentrer. Mais trouver des astuces pour qu'on puisse arriver à s'écouter et prendre les choses avec recul et arriver à relativiser. Ça, c'est important parce que quand on est dans le haut des émotions, c'est mort. C'est bim party. Exprimer aussi son ressenti avec une communication non violente. Quand je ne suis pas en mesure tout de suite de parler, parce que c'est chaud pour chaud, eh bien, je me tais, je diffère ma réponse. Je diffère ce que j'ai à dire. J'écris sur un papier ou autre pour exprimer. Je peux même crier, trouver un exutoire, mais je ne communique pas avec l'autre tout de suite, à chaud. Parce que chaud pour chaud, ça n'est pas bon. Voilà. Et puis, accorder le bénéfice du doute aussi. Parce que même si j'ai vécu des situations, ben, on a tendance aussi à généraliser, à se dire, ben, c'est même bitin-là. De toute façon, c'est même bitin-là. Non. Prenant le temps d'analyser avec le fait de relativiser et accorder le bénéfice du doute aux autres. Et puis se faire accompagner, Dani, comme je dis toujours d'habitude. Oui, il faut se faire accompagner, oui. On peut se faire accompagner si on en ressent le besoin pour aller plus loin. Mais comment le coach agit à ce moment-là? Eh bien, le coach, en fait, je parlais pour moi-même tout coach, hein, donc on va accompagner dans la paix intérieure. Pour moi, c'est quelque chose que je prône énormément hein, quand je parle des 4 R, dans la gestion des émotions, dans le fait d'arriver à communiquer avec soi, donc être à l'écoute de ce qui se fait chez moi, mais aussi communiquer avec l'autre, de pouvoir aussi gagner en confiance en estime, c'est des choses pour lesquelles le coach aussi va intervenir, et puis aussi sur tout ce qu'on a dit sur les maux d'âme, sur vraiment les maux d'enfance, les blessures, toutes ces choses-là, en fait, sont à la portée, en fait, de l'accompagnement par un coach. Bien, on espère que les hommes qui étaient là, qui sont là devant nous, ont écouté, les femmes aussi. Et les femmes aussi. Les femmes aussi, voilà, et que la jalousie dans le travail et dans la vie affective, ça va baisser parce que quelquefois ça arrive jusqu'au meurtre. Hein. Oui, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai tenu à parler de ce sujet. Et d'ailleurs, pour toute personne vraiment qui souhaite vraiment continuer à prendre la route vers l'indépendance affective. Donc, et d'ailleurs, je remercie de nombreuses personnes qui m'ont contacté à ce sujet, puisque c'est un sujet qui est important. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou coordonnées ci-après. Je suis à votre écoute. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est sensible. 50 54. Voilà, 50 06 90 50 50 54 ou encore par mail. Merci Barbara. Et puis à la semaine prochaine. Et on attend le prochain débat. C'est ça. Merci beaucoup. On va quitter le domaine affectif, on va revenir à la réalité du terrain, puisque Green Startup, c'est parti. Il y a 2 ans, je crois, qu'il y avait eu un concours comme ça où on met en place tout en compétition des jeunes agriculteurs. Alors, je pose une petite question comme ça, parce qu'on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dépend. Il y en a de plus en plus, des jeunes. Il y a de plus en plus? Oui. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, j'ai avec moi 2 jeunes qui seront dans le concours Green Startup. Teddy Passam. Alors, il va expliquer, bonjour, le projet Valcopro, pour les gens qui ne savent pas. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le projet, c'est Valcopro. C'est valorisation des coproduits, issus soit de mon exploitation ou soit des exploitations environnantes. Donc, pour résumer, les coproduits issus de mon exploitation sont redistribués pour l'alimentation porcine, donc les écarts de tri. Et les coproduits issus de l'extérieur, c'est je récupère de la bagasse pour pouvoir passer dans certaines cultures maraîchères pour limiter l'enherbement et maintenir les sols assez humides pour diminuer ma consommation en eau. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous récupérez la bagasse comment? En fait, je récupère la bagasse. La bagasse est mise directement dans un chariot au niveau de la structure où ils font l'extraction de jus. Moi, je passe, je récupère, je déverse la bagasse à proximité de la parcelle. Donc, et ensuite, j'étale la bagasse grâce à une brouette, une fourchette, un truc facilement réalisable, quoi. Il y a longtemps que vous faites ça? J'ai commencé il y a 2 ans sous de l'igname.
Donc en paillage, c'est paillage naturel pour l'igname. Parce qu'avant que l'igname commence à couvrir le sol avec ses branchages, il faut limiter l'enherbement. Parce que l'herbe est en concurrence en permanence avec l'igname. Donc j'ai commencé sur de l'igname. J'ai vu que ça m'a facilité la vie, puisque l'igname, au début, il faut faire un sarclage manuel 1 à 2, 3, voire 3 fois. On a fait qu'une seule fois. On a sarclé qu'une seule fois. Et ensuite, j'ai maintenu cette technique pour l'igname. Alors, est-ce que le Valcourt, on va dire, commence à prendre, les gens commencent à utiliser cette méthode? En fait, c'est une méthode que moi j'utilise plus sur mon exploitation. Après, les exploitations autour, j'ai pas encore vu de personnes utiliser cette méthode. Mais moi, c'est une méthode que j'utilise, je vois qu'elle fonctionne. Donc, parce que si vous gagnez le concours, ça veut dire qu'il va falloir étendre ça au niveau c'est aux autres agriculteurs de se mettre entre guillemets en action pour pouvoir déjà récupérer la matière, donc la bagasse, et l'utiliser et la mettre en pratique sur l'exploitation en fait. Oui. Et c'est ce qu'on voit là. Hein, exactement, c'est ce que vous voyez à l'écran là, ça c'est dans les cives. Oui. Donc normalement, l'herbe pousse partout. Oui. Donc grâce à la bagasse, je diminue la pression. Oui. En passant la bagasse et en ne mettant pas de bagasse au niveau des cives, parce que la bagasse en tas, elle a tendance à chauffer. Oui. Et c'est en chauffant qu'elle limite l'enherbement en fait. Donc je ne vais pas mettre la bagasse directement sur les cives. Donc ça veut dire que là, dans les sillons qui sont là, s'il n'y avait pas de bagasse, il y aurait de l'herbe. De l'herbe, oui. Parce que ça pousse. Parce que comme c'est de la cive, c'est un truc assez délicat, c'est sarclage manuel uniquement. Oui. Donc pour moi, pour gagner du temps, je passe la bagasse, comme ça, moi ça m'évite de sarcler quoi. Et puis il n'y a pas de produits chimiques. Exactement. Oui, c'est du naturel, du bio quoi, pratiquement. Raisonné, très raisonné. Bien, alors, on va voir avec Ludgui Ipad, lui, c'est du plan à l'assiette. Alors, explication. Alors, moi, bonjour tout le monde. Alors, moi, je produis essentiellement des plants maraîchers bio, que j'ai commencé à faire en 2017. Ensuite, je me suis mis à faire de la plantation avec tout ce qui est maraîchage, toujours en bio. Et mon projet actuellement, c'est de valoriser tous ces produits-là en créant une unité de restauration sur place. C'est-à-dire que quand un client vient, il peut acheter ses légumes, mais s'il veut aussi manger, il mange en même temps. Ah bon? S'il veut acheter ses plants pour aller planter, il fait tout dans un seul et même lieu. Oui. On a déjà commencé la production avec les légumes. Oui. Donc, on essaie de poursuivre un petit peu cette activité d'agriculture biologique. Et ça se passe dans quelle région? Bemao, on est à Birmingham. Tout près là? Tout près, à là même. À Birmingham? Ouais. Et donc, tout est installé, comment? Alors, on a commencé l'installation déjà faite parce qu'on a déjà les grandes surfaces dans tout ce qui est plan. Après, j'ai créé une unité de lombricompostage pour tout ce qui est fertilisation. Oui. Avec des vers de terre, c'est pas top, mais c'est... Alors, au niveau bio, qu'est-ce que vous produisez? Les tuiles, tout ce qui est maraîchage, les tuiles, tomates, courgettes, pastèques, concombres, tout ce qu'on peut faire. Oui. Tout ce qu'on peut semer, du coup. Alors, il faut peut-être le dire, le produit bio par rapport au produit non bio, quelle est la différence? La différence, c'est qu'il n'y a pas de produit chimique. Surtout, on commence déjà avec le plan. Comme on a déjà le plan, on n'a pas de traitement issu sur la semence. Parce que souvent, en conventionnel, tu as un traitement sur la semence qu'on ne retrouve pas en bio. Après, on suit tout le cycle en agriculture biologique. Tout ce qui est fertilisation, irrigation, tout est géré en naturel et en biologique, surtout. Et vous faites aussi le panier on essaie. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier en fait, qu'on a commencé... Pendant le confinement, je me souviens, il y avait plein de paniers qui fonctionnaient. Pendant le confinement, on a créé un panier avec des plants, parce que je faisais surtout les plants à ce moment-là. Donc, on a fait un panier avec des laitues, des tomates, des courgettes, des concombres, de la pastèque. Et le client pouvait avoir son petit panier, pouvoir planter avec ses enfants, même des carottes, de la betterave, tu apportes. On a fait un petit panier pas trop cher, comme ça le client on l'apporte et il fait que la plantation avec les enfants. Oui. Et après on s'est mis à se diversifier et à planter nous aussi. Et comme ça les clients qui veulent le récolter, ils viennent soit récolter avec nous ou bien on a créé un petit marché bio. Oui. Ils viennent récupérer ce qu'on peut produire dans le jardin pour commencer. C'est quel jour qu'on peut tout venir trouver tout ça? On a commencé le samedi déjà, le samedi matin. Donc on va dans le champ, on récolte le matin très tôt et on vend la production le matin même. D'accord. Alors, deux projets. Le projet donc, de Valcourt de Tidi Passave, lui c'est au Moule. Oui, c'est au niveau du GFA de l'Écluse en fait. Pardon? Au niveau du GFA de l'Écluse au Moule. Oui, bien sûr. Et Ludgui Ipad, lui, c'est le projet du plan à l'assiette. Il faudrait essayer ça. C'est en cours. Hein. C'est en cours? C'est en cours. Bon. On a déjà commencé à planter. C'était déjà pas mal parce que de faire du bio, de commencer en bio et tout, c'était déjà difficile. Mais là, ça commence à prendre forme. On m'a dit que le bio est en train de prendre la main sur le non-bio.
Je ne dirais pas qu'on est en train de prendre la main, mais il y a de plus en plus de gens qui avec font du tout bio. ce qui est cancer, chlordécone, tout le monde veut savoir ce qu'ils mangent et où ils mangent surtout. Oui. Donc au final, c'est une bonne affaire pour tout le monde. Mais le produit bio, il prend plus de temps pour... Pas forcément plus de temps, mais après on a beaucoup plus d'entretien. Ouais, Ce qui a coûté plus cher, plus minutieux. Beaucoup plus minutieux, l'observation du plant, l'arrosage, on doit toujours être observateur. On doit toujours porter une observation sur notre culture, parce qu'il suffit qu'on parte 3 jours et quand tu reviens, soit il n'y a plus rien, soit il y a un insecte qui arrive, donc c'est toujours en préventif. On arrive déjà à faire de la patate bio. Bien sûr. Mais c'est possible. Oui, bien non, sûr. je demande. Oui, bien sûr, igname bio, patate bio, courgette, pastèque. On fait tout en bio. Tout fait en bio. Concombre. On se fait tout en bio. Oui. C'est super ça pour la santé. Oui, ça commence. Ouais, mais c'est une bonne information et c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. En toute façon, j'espère que votre projet, il va attirer le jury, puisqu'il y a un jury, vous êtes 16, je crois. On est 16. C'est à peu près le chiffre. Il y a 2-3 ans, j'avais reçu ici les 16 concurrents. Puis il y avait deux ou trois qui avaient gagné. Bon, vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Et bon force et pas la guerre. Ouais, non, de toute façon, le bio, on en a besoin de plus en plus. Les agriculteurs en général, on en a besoin. L'idée là avec la bagasse, c'est une bonne idée. Au lieu d'aller acheter des produits de désherbants. De désherbants, ouais. On a un désherbant naturel. Exactement. Je ne savais pas ça, moi, que c'est bien venu. Mais tu peux. Mais alors, juste une dernière chose. Oui. Ça se vend pas. Ça, comment ça se vend? Moi, je ne l'achète pas. Je la récupère. Oui, donc, si quelqu'un qui écoute là dit, bon, t'es bien, puis mettre bon, écoutez-moi. Mais il doit se rapprocher au niveau de mon fournisseur, celui qui me fournit la bagasse. C'est un espace d'extraction de jus de canne, juste en face de l'école de la seconde chance au moule. Ah oui, d'accord. Donc, il peut se rapprocher de cet espace. Juste un petit mot sur le problème de la canne là en ce moment. Ça va se régler? J'espère. Oui, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, on a fait le tour de l'actualité. Je rappelle donc qu'en début du ZCL, on a reçu quelqu'un qui se bat au niveau de la musique et du spectacle, Thierry Galvani. Il a monté une plateforme musicale en numérique, ça s'appelle Spectacle. Il est venu nous présenter ça et on en parle souvent. Et donc, depuis maintenant, depuis le carnaval, avec Decimus, chaque mois, il y a un artiste. Il y a déjà eu Georges Decimus qui est là. Et maintenant, dimanche prochain, ce sera avec Justine Béouard qui soit là. Il y a eu, et il est en train de préparer le carnaval de Saint-Martin. On a reçu aussi 2 musiciens, Alex Jabot et Oudi Levallois, qui vont faire un spectacle vendredi. Ce sera Sonis, 2 guitaristes, très bon niveau, très très haut niveau, et ils donnent un spectacle qu'il faudra peut-être aller voir. Ensuite, bien sûr, Barbara est venue nous parler de la jalousie. Et donc, les femmes jalouses, c'est les femmes qui sont jalouses ou les hommes finalement? Les deux. Qu'est-ce qui est plus jaloux? Tout le monde. Ah, ça, je ne peux pas dire. Hein? Je ne peux pas dire comme ça. Je n'ai pas forcément poussé l'étude, oui. mais voilà, je dirais les deux. Les deux? Les deux. Après, c'est l'expression qui change. C'est l'expression qui change. Il y en a qui... Je pense, je le dis comme ça par rapport au retour que j'ai, la gente masculine n'exprime pas nécessairement de la même manière. Les femmes ont tendance plutôt à dire, ça me gêne, ça me gêne. Et les hommes, eux, ont une autre façon de réagir. C'est plus violent, quelquefois. J'ai pas dit ça, hein. Bon, quelquefois, j'ai dit quelquefois. Voilà. En tout cas, plus d'informations avec Barbara, puisqu'elle est coach. Sur l'actualité, on est allé à Désirade pour la fête à Cabrit, qui s'est terminée ce week-end. C'est la 6e ou 7e édition. Ensuite, nous sommes allés aussi en France avec Maurice Cessé, puisque Typical Pressé était à Colombes. Ils sont en tournée et on a vu que les gens aiment bien encore leur Typical musique des années 80, mais enfin, il a fait mon danser quand même. Bon, j'ai pas vu beaucoup de jeunes dans le public là, c'est des gens qui ont un petit peu de mon âge. Bref, signature de la Convention de la Canne avec le préfet Serva. Tous les agriculteurs ne sont pas contents, les planteurs ce matin, ils l'ont dit. Tout à l'heure, Teddy me disait que peut-être qu'il y a eu un accord. Bon, mais peut-être la récolte va pouvoir commencer. En tout cas, on vous remercie tous d'être avec nous tous les jours dans le ZCL à partir de 12h30. On se retrouve demain mercredi. Le mercredi, c'est très culturel. Donc à demain. Bye bye et bon appétit si vous êtes à table.